Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, en jouant la carte d'un développement personnel plutôt que celle d'une société qui vous employait, vous avez touché le cœur d'un public qui justement avait à cœur de changer de vie, un atout qui ne vous a pas seulement permis de gagner à être connu, voire reconnu. Bonjour Laurent Gounel. Bonjour Jacques. Alors vous publiez ce livre, Un monde presque parfait, chez Mazarine, qui est un événement, un roman de plus qui est promis à un succès international. Vous avez un parcours totalement atypique et avant de parler de ce livre, Un monde presque parfait, on va justement évoquer votre parcours depuis le début. Ok. Alors on commence par un truc de fin mais qui est étonnant. Le 21 mars 2011, vous recevez un prix littéraire inattendu lié à une chanson. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société a fait construire près du building une Société anonyme d'Eddie Mitchell, qui est une chanson qui dénonce l'univers déshumanisant des multinationales. À l'époque, elles étaient pourtant peu nombreuses. Et vous recevez ce jour-là le prix littéraire du roman d'entreprise pour un de vos livres, alors que vous avez quitté l'entreprise. Oui, c'est exact, c'est vrai. C'est paradoxal. Oui, ça peut sembler paradoxal, c'est vrai. C'est un prix qui récompense un livre dont l'action se déroule principalement dans un cadre professionnel qui raconte le vécu d'individus au travail. Et ça, vous connaissiez le sujet. Oui, tout à fait. Oui, c'était les dieux voyagent toujours incognito, mon deuxième roman, qui se passait en effet dans un grand cabinet de recrutement anglo-saxon. Ce qui me permettait en fait de planter le décor de toute une histoire, une vaste histoire, qui est l'histoire d'un personnage qui apprend à dominer ses peurs et en fait à avancer dans la vie malgré ses nombreuses peurs. Et en effet, ça se passait dans ce contexte de l'entreprise. Et effectivement, ça a un rapport avec votre expérience professionnelle. Vous avez été chargé d'études financières dans une grande entreprise pendant quelques années. Oui, tout à fait. C'était mon premier job. En fait, je venais d'être diplômé en sciences économiques et financières à Dauphine. Et puis mon bac plus 5 en poche, je me suis retrouvé dans cette entreprise. Alors, c'est drôle pour la petite histoire. C'était les nouvelles messageries de la presse parisienne, qui était à l'époque, ça a été rebaptisé Prestalis par la suite. Et c'était à l'époque une filiale du groupe Hachette. Oui, exactement. Donc en fait, mon entrée dans la vie active était dans le groupe Hachette. Et vous voyez, je suis encore dans le groupe Hachette après de nombreuses péripéties 30 ans plus tard. Voilà. Alors, les péripéties, ça a commencé avec cette entreprise où c'était un cauchemar à chaque instant. Oui. Et le cauchemar, en fait, je venais patron de l'entreprise avec le recul que de mon choix. En fait, je m'étais trompé d'orientation. J'avais choisi le monde de l'économie, des finances. Où j'avais à peu près aimé mes études, mais arrivé là, projeté dans le monde de l'entreprise, j'ai réalisé que non, j'étais pas à ma place. En fait, j'étais pas heureux, j'aimais pas ce que je faisais. Et du coup, j'étais pas très performant parce que j'ai jamais réussi à me forcer à faire ce que j'aime pas dans la vie. Oui, mais en même temps, ce qui est étonnant quand on passe devant ces buildings où il y a la même fenêtre, le même bureau, la même lumière, vous avez vécu ça ? Oui, j'ai vécu ça. Oui. C'est terrible finalement pour le moral à certains moments. Mais oui, complètement. Et donc, j'ai vécu une espèce de crise professionnelle qui est devenue une crise existentielle tout jeune, où j'avais 23 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Je peux pas rester 40 ans comme ça dans ce genre de poste. Voilà. Et vous êtes né, Laurent Gounel, dans un univers beaucoup plus calme, à l'Haye-les-Roses, près de Paris. Oui, tout à fait, en banlieue sud. Voilà, c'est une ville qui au départ s'appelait Lay, mais il se trouve que y a une roseraie créée par Jules Gravreau, je ne sais pas si vous le savez, qui était un ami de Raymond Poincaré, qui en hommage à lui, Raymond Poincaré, président de la République, en a fait L'Haye-les-Roses. Ah, écoutez, vous m'apprenez quelque chose sur ma ville de naissance. En même temps, vous n'êtes pas du tout originaire de cette ville par votre famille. Il y a à la fois des origines des Cévennes, de l'Ardèche, de Venise, de l'Aisne, de la Hollande et de la Belgique. Oui, c'est exact. Et puis même au-delà, parce que je me suis amusé il y a quelques années à faire un test génétique proposé par une boîte américaine qui révèle en fait vos origines ethniques. Et en fait, je me suis découvert des origines essentiellement en Angleterre. Apparemment, 42% de mes gènes sont anglais. C'était une surprise pour moi. Et bon, en Italie, ça je le savais. Enfin, les autres pays, vous les avez cités. Il y a aussi la Lituanie, la Grèce. Enfin, c'est assez étonnant. C'est un mélange de générations, quoi. Voilà, je suis un pur produit européen. Et en plus, vous avez des origines de Cochinchine parce que votre famille a vécu en Cochinchine, Laurent Gounel. Alors oui, mes grands-parents maternels sont partis vivre un quart de siècle, en effet, dans ce qui s'appelait à l'époque la Cochinchine, qui est devenue le Vietnam aujourd'hui. Oui, et ma mère est née là-bas. Voilà, et il se trouve qu'en même temps, c'est là, dans ce Vietnam Sud, qu'on a commencé à faire des manifestations, à vouloir l'indépendance, et c'est comme ça qu'est née la guerre d'Indochine. Oui, tout à fait. Et puis il y a eu aussi la Seconde Guerre mondiale, avec les Japonais qui ont débarqué
débarqué là-bas. Mon grand-père s'est retrouvé prisonnier des Japonais. C'était très dur d'ailleurs. Hein. Il est resté 1 an dans une cage. C'était très... Quand ma mère m'en parle, on sent qu'il y a du lourd derrière, quoi. Et même l'influence asiatique dans vos jeunes années, c'était la cuisine, je crois. Oui, tout à fait, tout à fait. Ma mère avait rapporté ça du Vietnam. On a fait un goût pour la cuisine asiatique. On mangeait beaucoup de curry à la maison, de riz, de toutes sortes de plats assez épicés que j'aime toujours encore aujourd'hui. Ce qui était moins épicé, Laurent Gounelle, c'est votre éducation, car entre une mère catholique et un père protestant, il y avait un côté strict à la maison. Oui, un peu. Et en même temps, vous voyez, avec le recul, je me dis, c'est quand même utile d'offrir aux enfants un cadre. Je crois que les enfants ont besoin d'un cadre. C'est vrai qu'on a vécu ensuite des années assez permissives et je crois qu'on est nombreux à en revenir aujourd'hui. Oui, je crois de plus en plus. Et vous aviez un père qui était chercheur en physiologie. C'est très sérieux, ça. Ah oui, tout à fait. Là, on était dans les sciences dures. En effet, à la faculté de pharmacie. Il était professeur agrégé de physiologie et dirigeait un laboratoire de recherche dans ce domaine. Oui, il faisait très attention aussi au quotidien à son travail. Il avait des idées très précises. Oui, tout à fait. C'était quelqu'un de rigoureux, de très très sérieux, très rigoureux, qui nous reprenait volontiers si on employait un mot à la place d'un autre. Alors, sur le moment, je le vivais assez mal, quoi. Il m'énervait. Et en même temps, aujourd'hui, avec le recul, je lui sais gré d'avoir une certaine exigence, en fait, dans l'emploi des mots. Donc ça me sert beaucoup aujourd'hui. Voilà. Et dans votre enfance, vous étiez timide, et je crois qu'il y avait 2 choses qui vous permettaient d'être heureux, Laurent Gounelle, c'était la lecture et l'observation. Oui, tout à fait. Puis on peut ajouter la rêverie aussi. Voilà. La rêverie. Quand j'étais pas satisfait de mon présent, en fait, je m'imaginais des futurs prometteurs, fantasmés, et je partais en rêverie. Et vous lisiez beaucoup ? Alors, j'ai lu énormément jusqu'à peu près l'entrée en 6e ou un peu avant, je sais plus. Et un jour, mon père, encore lui, m'a dit, écoute, maintenant, faut que tu arrêtes de lire les clubs des 5, les clans des 7 et autres 6 compagnons, c'est pas sérieux, faut passer au classique. Bon, j'ai suivi l'injonction parentale, j'ai acheté Les Chouans de Balzac, oui. Mon mauvaise pioche, me direz-vous, c'est quand même pas le meilleur. Et ça m'a un peu dégoûté de la lecture, et donc j'ai sérieusement levé le pied, malheureusement, pendant plusieurs années. Et ensuite, votre métier de rêve au départ, c'était la psychiatrie. Oui, tout à fait. J'étais très attiré, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, par tout l'univers de la psychologie et de la psychothérapie. Et j'envisageais en effet de faire médecine pour m'orienter vers la psychiatrie. Ce sont de longues études quand même. Ce sont de longues études, oui. Et j'en ai bizarrement été dissuadé par le médecin de famille à l'époque qui m'a dit non, mais ça va être complètement réformé. Bon, c'est le moment en fait où Mitterrand venait de prendre le pouvoir, quoi. Donc il y avait aussi beaucoup de fantasmes par rapport à ça. Et donc lui m'a dit non, il va fonctionnariser tout ça. Un médecin ne pourra même pas choisir ce qu'il peut prescrire. Fais surtout pas médecine. Oui. Puis il a réussi à me faire peur et du coup il m'a détourné de cette vocation première. Et il s'est trompé parce que en 2022, il y avait 15 516 psychiatres en activité, 2000 de plus que 5 ans plus tôt. Ah, c'est fou comme ça. intéressant. C'est un métier, d'ailleurs, je pense que le confinement a aussi créé beaucoup de psychiatres. C'est certain. C'est certain. Alors, après le bac, ce sont des sciences économiques, finalement ? Voilà, je me suis tourné vers les sciences économiques et financières. Oui. Et ça vous intéressait ou pas ? Ah, j'ai aimé les études, c'était stimulant intellectuellement. J'ai bien aimé mes études, j'ai beaucoup moins aimé leur mise en pratique par la suite, quoi. Oui, mais il y a quand même eu l'université de Paris-Dauphine, un 3e cycle à la Sorbonne, c'était bien parti. Oui, tout à fait. Mais une fois de plus, j'ai apprécié mes études. Et alors, il y a eu effectivement cet échec dans l'entreprise, et vous avez fait vraiment une crise existentielle. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire vraiment, d'abord, je me suis retrouvé au chômage. J'ai changé d'entreprise d'abord, puis la seconde entreprise a fini par me licencier. C'était mérité. En fait, j'étais pas à ma place, tout simplement. Donc, on l'a reconnu d'un commun accord. Bon, toujours est-il que je me suis retrouvé au chômage, c'est jamais drôle. Je savais pas quoi faire de ma vie, je voulais plus retourner dans les finances. Je me suis essayé un peu au commercial, ça n'a pas marché non plus. J'ai essayé de créer une entreprise, ça n'a pas marché. Donc en fait, à cette époque-là, il y a une petite trentaine d'années, que je cumulais les échecs. Donc j'en ai presque fait une dépression. Enfin, vous voyez, ça ne s'allait pas du tout. Et en même temps, c'est peut-être, avec le recul aujourd'hui, c'est peut-être l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie, quoi. Oui, c'est en même temps le burn-out à l'époque. D'abord, on n'en parlait pas. On parlait de déprime. Oui, tout à fait. Mais le burn-out, personne n'en faisait dans les entreprises. Ou peu de gens. Non, tout à fait. Bon, c'était pas vraiment un burn-out, c'était pas lié à une suractivité. Non, c'était vraiment une crise existentielle. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'avais le sentiment d'être en échec partout. C'était pas qu'un sentiment, d'ailleurs. Et en fait, il a fallu que je touche le fond du gouffre, vous voyez,
pour pouvoir me relever, et notamment parce que j'ai réalisé que finalement les gens qui m'entouraient étaient toujours là. J'avais pas perdu ma famille, j'avais pas perdu mes amis, et ce jour-là j'ai compris que finalement les gens en fait ça intéressait peu à mes réussites ou mes échecs. Ils m'aimaient pour qui j'étais, point barre, quoi. Ouais. Bon, et en fait ça m'a conféré une certaine liberté. C'est quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit mais finalement je peux tout faire. Alors qu'avant, je pense que je m'obligeais à effectuer, à exercer un métier qui soit reconnu socialement, qui soit valorisé, tant par mes parents, alors là c'était plus selon des critères intellectuels que par rapport au reste de la société ou des amis. Puis finalement, j'ai réalisé que non, tout le monde s'en fichait, qu'il suffisait que j'écoute mon cœur. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que j'ai su ce qui m'attirait vraiment et ce que je voulais faire. Voilà. Mais en même temps, vous aviez un autre défaut, si on peut appeler ça un défaut, Laurent Gounelle. Vous aviez une peur bleue des gens, vous étiez très timide. Oui, alors j'avais peur de tout. Hein. J'avais peur des araignées, des microbes, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et des gens, mais les gens, c'était ma grande peur. Donc en effet, je faisais tout pour me cacher des gens. Et c'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis orienté à l'origine vers ces études économiques. Je pensais que je serais derrière un bureau, un ordinateur, et c'était vrai d'ailleurs, et je ne verrais pas grand monde, sauf que je ne savais pas que se libérer non, au contraire, obéir à ses peurs était la solution dans la vie, quoi. Voilà. Il y en a eu d'autres quand même, et on va évoquer votre parcours à travers une autre date, le 14 février 2008. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Gounelle. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Gounelle, best-seller avec différents livres qu'on va évoquer au cours de l'émission. Le nouveau, c'est un monde presque parfait chez Mazarine, on en parle tout à l'heure. On en revient à votre parcours après des échecs dans l'entreprise. Il y a une date importante, le 14 février 2008. C'est le jour où sort L'homme qui voulait être heureux. Exact, oui. Alors ça, c'est la Saint-Valentin qui vous a porté bonheur. Oui, j'avais pas fait le lien. C'est vrai, en 4 semaines, je crois que vous vendez 80 000 exemplaires. Oh, pas en 4 semaines, non. Le démarrage a été lent, puisque j'étais un parfait inconnu qui débarquait dans le petit monde de l'édition, que je connaissais pas du tout d'ailleurs. Le démarrage a été un peu lent. Mais après, à un moment donné, le livre a pris son envol, il a touché ses lecteurs, et il y a eu un gros bouche à oreille. Parce qu'il y a un journal télévisé quelques semaines plus tard, votre premier JT, je ne sais pas si vous le savez, oui. Dans une dédicace, vous êtes là et on dit qu'effectivement ça s'est très bien vendu. Il y a une dame qui est interviewée qui dit j'en ai déjà acheté 50 exemplaires. Vous vous en souvenez de cette télé? Je me souviens, c'est dans une petite librairie du 18e arrondissement en effet. Alors vous êtes quand même surpris par ce succès? Écoutez, j'ai envie de dire non, et c'était pas du tout de la présomption de ma part, mais en fait c'était plutôt de la naïveté. Moi je connaissais pas le monde de l'édition, et pour moi, dans la mesure où j'étais totalement sincère dans mon écriture, j'écrivais pour les gens, je me disais voilà, j'écris des choses qui vont être utiles pour les gens. En fait ça me semblait naturel que le livre trouve ses lecteurs, puisque j'écrivais pour les lecteurs. Oui, c'était très naïf, vous l'avouerez, quoi. Alors, et en même temps c'est peut-être justement parce que j'y ai cru que ça a fonctionné entre guillemets. Mais ça a mis un certain temps par le bouche à oreille, parce qu'il y a très peu de télé, très peu de reportages à l'époque. Ah à l'époque, il n'y avait rien du tout. Une fois de plus, j'étais un inconnu. Et puis, j'ai appris aussi que ce livre était un livre parmi 65 000 qui étaient publiés cette année-là. Enfin, vous voyez, donc, c'était quasiment impossible d'émerger. Et puis, en effet, j'ai été invité sur une première radio. Et à partir de là, voilà, il y a eu forcément, ça a généré mécaniquement, je dirais, quelques ventes. Et tout de suite, il y a eu un bouche à oreille extrêmement fort. Donc, les gens se sont passés le mot, les gens ont offert le livre. Et ça a été très vite ensuite. Oui, mais je crois, Laurent Gounelle, que ça correspond aussi à un moment où vous êtes arrivé, où il fallait arriver. Il y avait un engouement des Français pour le développement personnel. Ah, c'était le tout début, oui, c'était le tout début. Alors, je ne sais pas si c'était à ce moment-là ou si ça a suivi, mais c'est vrai qu'après, ça a été une vague assez forte qui a aussi contribué à porter le livre. Alors, l'histoire du livre, c'est un occidental à Bali qui rencontre un vieux guérisseur. Tout à fait. Et là, ça démarre et vous arrivez à faire passer vos idées dans cette histoire. Voilà, c'est là, mon but, c'était, avec ce livre, d'amener les gens à prendre conscience du fait qu'ils ont forcément des rêves inassouvis, des projets qui leur tiennent à cœur et qu'ils n'osent pas mettre en œuvre parce qu'ils se freinent parce qu'ils ne s'en croient pas capables, ou ils pensent ne pas en avoir les moyens. Et donc l'idée, c'était de libérer de toutes ces croyances limitantes, pour reprendre le jargon du métier, quoi, pour oser se jeter à l'eau et réaliser leurs rêves, quoi. Et ce rêve et ce livre sont nés, Laurent Gounelle, parce que vous avez vous-même sacrifié au développement personnel. Vous avez commencé à faire des études là-dessus. Oui, c'est-à-dire en fait, moi,
suite à ma crise existentielle, d'ailleurs, j'ai éprouvé le besoin de travailler sur moi parce que je me connaissais pas du tout, je savais pas ce que je voulais dans la vie, et donc j'ai entamé en effet une sorte de démarche de développement personnel, de connaissance de soi, d'abord par des lectures, beaucoup de lectures, ensuite par des formations, par la suite par une thérapie en fait avec un psy. Et puis un coach, enfin tout ça m'a énormément apporté, et en fait ça a duré presque 15 ans quoi. Enfin 15 ans, pas 15 ans de lecture et de thérapie, mais après je me cherchais des mentors, donc je voyageais énormément de par le monde, j'ai rencontré des sages, j'ai rencontré des enseignants assez précieux qui m'ont apporté beaucoup de choses, et au bout de 15 ans j'avais tellement reçu des choses tellement précieuses que je me suis dit je ne peux pas garder ça pour moi. Moi j'ai eu la chance d'en bénéficier, c'est pas le cas de tout le monde, il faut partager quoi. Il faut diffuser l'information, et c'est ce qui m'a motivé à prendre la plume. Oui, et vous avez écrit ce livre en 3 mois, je crois. Oui, c'est exact, ouais. Mais alors que vous n'aviez jamais écrit un livre. Non, j'ai jamais écrit de livre, j'ignorais même que j'en étais capable. Mais voilà, c'est parti comme ça, puis c'est venu très facilement en fait. Mais à l'époque, en plus, on confondait un petit peu parce que on connaissait pas le développement personnel, personne n'en parlait. Non. Vous avez entendu parler comme ça, vous aussi? Oui, un peu par la force des choses. C'est une fois de plus chez moi la souffrance qui était à l'origine de ma motivation à me connaître et de comprendre la psyché humaine. En fait, puis aussi parce que les gens me faisaient peur, comme je le disais. Donc j'ai éprouvé le besoin de comprendre les gens, comprendre comment ils fonctionnaient entre guillemets, comment marchait leur psyché. Et c'est parti de là. Oui, et vous êtes parti aussi aux États-Unis. Oui, parce qu'à l'époque, en France, la psychologie en fac se cantonnait à la psychanalyse, dont on a montré depuis que bon, c'était pas super efficace sur le plan thérapeutique. C'est intéressant intellectuellement, mais pas efficace. Et moi, j'étais intéressé par les sciences cognitives et cognitivo-comportementalistes. Et là, c'était uniquement aux États-Unis, côte ouest. Donc, je suis allé à l'Université de Californie, à Santa Cruz, qui est le berceau d'un certain nombre d'écoles de pensée dans ce domaine. Oui, et d'ailleurs, c'est en Californie qu'est né le développement personnel. Mais oui. Dans les années 60, à Esalen. Et il avait pour spécificité au départ d'appréhender l'être humain dans sa globalité, avec ses dimensions corporelles, psychologiques et spirituelles. Et les bases ont été jetées par un certain Abraham Maslow. Oui, tout à fait. C'est un philosophe, Abraham Maslow, qui est connu pour sa pyramide des besoins, parce qu'il a hiérarchisé les besoins humains notamment. Et on confondait en plus les chercheurs, les chamans, on confondait tout ça. L'exemple de Dalida partant dans un ashram avec Arnaud Desjardins était resté dans la mémoire. Pour eux, c'était ça le développement personnel. Oui, c'est vrai qu'à une certaine époque, c'était la tendance, partir en Inde dans un ashram. Ouais. Alors, vous devenez ensuite consultant en relations humaines. Vous avez créé votre entreprise. Oui, alors ça, c'était 15 ans avant d'écrire le livre. Oui. Ça a été mon métier pendant 15 ans, suite à ma crise professionnelle et à ma formation, ma bifurcation. Et oui, c'est un métier que j'exerçais avec passion, en effet, où j'avais fait finalement de ce qui était un ancien point de faiblesse, quoi, les relations humaines, où vraiment j'étais handicapé dans ce domaine. Mais j'en ai fait une force, en fait, à force de travailler sur moi et de comprendre. Et c'est devenu mon métier. Voilà. Et il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui faisaient ça à l'époque? Assez peu, finalement, assez peu. Donc j'intervenais dans plein d'entreprises en France, un peu à l'étranger aussi, sur à chaque fois des problématiques de relations humaines et de formation autour de ça. Et avant justement d'écrire votre livre, il y avait quelqu'un d'autre qui avait eu beaucoup de succès sur ce thème. C'est vraiment quelque chose que même les Tarbais sont étonnés. Hein. Paolo Coelho, l'alchimiste. L'alchimiste. Et c'est vrai que vous avez connu ce livre avant d'écrire le vôtre. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. Tout le monde a lu l'alchimiste. Oui, il a eu un succès mondial. Oui. Et d'ailleurs, il a sauvé la maison d'édition d'Anne Carrière, qui ne parvenait pas à décoller, grâce à ce livre dont personne ne voulait. Elle l'a pris vraiment un peu par hasard. Et c'est vrai que tout naturellement, vous êtes allé chez Anne Carrière. Tout à fait, pour cette raison. Et pour la petite histoire, l'homme qui voulait être heureux, donc, ce livre a sauvé une seconde fois la maison Anne Carrière, qui avait déposé le bilan, en fait, et qui a permis, en fait, au tribunal de lui accorder un plan de continuation. Et ça a marché. Il se trouve que Paolo Coelho, je ne sais pas si vous le savez, il a vendu plus de 350 millions de livres, et il est l'un des rares écrivains à être l'objet de fan club officiels au Brésil, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Portugal, en Grèce et en France. C'est fou, hein? C'est énorme, ouais. Et lui, il était le pionnier dans le genre, finalement. Ah oui, quelque part, ouais. Alors, finalement, vous avez aussi écrit une histoire, c'est-à-dire que raconter quelque chose, c'est bien, mais un roman, c'est différent. Oui, alors pourquoi moi j'écris sous la forme de roman? Parce que j'aime quand les idées s'incarnent. J'aurais pu écrire des essais ou des guides,
Mais moi, mon expérience personnelle était que quand je lisais un guide ou un essai, souvent même quand j'adhérais aux idées exposées, finalement, j'en faisais pas grand-chose après. C'est-à-dire, j'oubliais un peu comme on oublie nos bonnes résolutions de début d'année. Moi, je voulais que les idées s'incarnent dans la vie de personnages auxquels on peut s'identifier, parce que c'était une façon d'amener les idées dans la vie du lecteur. Bien sûr, mais en même temps, c'est pas facile quand on n'est pas romancier de construire une histoire. Tout à fait. Et encore aujourd'hui, 15 ans après mon premier livre, c'est toujours le plus gros du travail pour moi. C'est-à-dire, j'ai un thème, j'ai des idées que je souhaite partager. Donc là, c'est assez facile pour moi. Mais le gros du boulot, c'est de trouver une histoire qui va porter ce thème, qui va permettre de partager ces idées. Ça, c'est vraiment le gros du travail. Oui, et même, il y a des techniques pour écrire une histoire. Vous les avez même pas apprises. Vous avez fait ça instinctivement. Non. Je me suis jamais formé. Et puis, j'aime pas non plus l'idée de technique qu'on applique. Vous voyez, j'aime pas ça. Je préfère écouter mon inspiration, mon intuition, appelez ça comme vous voulez. Et finalement, ce livre auquel vous ne pensiez pas croire au départ, il a été traduit en 25 langues. Oh, même plus, je crois qu'on en est à 34 aujourd'hui. C'est extraordinaire. Vous recevez des livres dans des langues que vous ne connaissez pas? Oui, tout à fait. Ma femme râle un peu parce qu'on en a les cartons plein la cave. Oui. On ne sait plus où les mettre. Mais c'était inimaginable. Ça veut dire que vous avez ouvert une boîte de Pandore. Je sais pas si j'ai ouvert une boîte de Pandore, mais en tout cas, c'est vrai que moi j'étais surpris en effet du succès à l'international. Bon, sachant que c'est pas un best-seller dans tous les pays. Hein, on va dire, mes livres sont des best-sellers dans quoi, sur 7 ou 8 pays. C'est déjà pas mal. Ils sont, les ventes sont gentilles dans d'autres pays, mais elles sont pas énormes. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que vous auriez pu avoir la grosse tête avec ce succès, et vous avez veillé à ce que ne soit pas le cas. Oui, parce que la chance que j'ai eue, c'est de connaître le succès littéraire à 40 ans passés, quoi. Et notamment après avoir travaillé sur moi et connaître le piège de l'ego. Donc je savais à l'avance, avant que ça n'arrive, qu'il y avait un vrai danger par rapport à ça. On peut se perdre dans le succès en s'identifiant au succès et après, comme beaucoup de gens célèbres, d'ailleurs vivre dans la peur que ça s'arrête. Donc moi j'ai toujours gardé une grande distance entre le succès de mes livres et moi-même, à tel point d'ailleurs que je suis tellement protégé de ça que j'ai presque pas ressenti le plaisir, la joie du succès, alors qu'il n'y a pas de mal à cela non plus. Non. Tellement j'avais peur de tomber dedans, vous voyez, du coup j'ai gardé une grande distance. Et d'ailleurs vous avez aussi gardé une distance avec Paris. On va l'évoquer à travers une autre date, le 4 juin 2018. A tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Gounel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Gounel, un destin exceptionnel. Vous êtes passé du monde des notes à celui des lettres avec vos livres. Un monde presque parfait, c'est le nouveau chez Mazarine, on va en reparler tout à l'heure. Mais on en revient à votre parcours qui a donc débuté avec le succès d'un premier roman sur le développement personnel. Et là, le 4 juin 2018, vous êtes l'invité de cette émission de télévision. Midi en France, à Vannes, avec Vincent Ferniaud. Et pourquoi je parle de cela? Parce que vous êtes le régional de l'étape, car vous êtes installé à Vannes. Voilà, c'est ça. J'ai quitté Paris avec ma famille il y a 8 ans. Et nous vivons maintenant, en effet, dans cette petite ville du Morbihan, dans le sud de la Bretagne. Une ville, d'ailleurs, qui a accueilli le Tour de France à 12 reprises. Je ne sais pas si vous le savez. Pas du tout. Et c'est là que Louison Bobet, un jour, a repéré la région et plus tard, a créé, à côté, à Port-Presti, un institut de thalassothérapie. Oui, c'est exact, oui. Alors, pourquoi Vannes? Parce que d'abord il y avait la volonté de quitter la grande ville, la très grande ville, Paris, pour être plus proche de la nature et aussi dans un lieu où les relations humaines sont plus détendues. Moi, j'ai souvent constaté, en fait, de par mes voyages notamment, que en fait, plus une ville est grande, plus il y a de monde, plus il y a la foule, et plus cela génère des comportements individualistes. Ce qui est normal d'ailleurs. Les gens cherchent à se protéger à un moment donné quand il y a trop de monde. Donc ça pousse à des comportements individualistes, alors qu'à l'inverse, dans des petites villes ou même à la campagne, les relations sont beaucoup plus sereines et les gens sont beaucoup plus tournés vers les autres. Et c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Oui. D'ailleurs, vous aviez toujours pensé qu'un jour ou l'autre, vous partiriez de Paris? Mais oui, bizarrement, même enfant, je le savais au fond de moi. Et la Bretagne, finalement, c'est des souvenirs de vacances. Je crois qu'il y avait le camping à la ferme à Trébeurden sur la côte de Granit-Rose. Oh, c'est très bien renseigné, Jacques. Oui, tout à fait. On faisait du camping à la ferme avec mes parents quand j'étais gamin. Voilà. Et c'est une station balnéaire qui est la devise était la mer est mon plaisir et sa tâche qui m'aborde. Vous saviez? Je savais pas. Ça correspond finalement à votre caractère. Et puis il y a aussi des étés passés à Morgat. Morgat, tout à fait, sur la presqu'île de Crozon, Finistère Sud. Oui, et un écrivain d'ailleurs a beaucoup parlé de Morgat dans ses romans, c'est Gustave Flaubert. Ah bon? Oui, il allait là-bas tout le temps.
Donc, vous avez découvert une douceur de vivre qui correspondait à ce que vous cherchiez pour écrire, pour travailler, pour vivre. Oui, tout à fait. Et puis aussi pour éduquer nos enfants avec mon épouse. Oui. Et vous avez été accueilli non pas comme un Parisien, mais comme quelqu'un de la famille presque. Oui, alors moi je me souviens en fait là quand nous sommes arrivés à Vannes, on a déjeuné dans un petit resto du coin et j'ai demandé au serveur qui était breton, j'ai demandé un conseil. Je lui ai dit qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil pour nous adapter à la culture bretonne qu'on connaît peu finalement. Et il m'a dit, en fait, nous, les Bretons, on n'aime pas quand des gens débarquent en terrain conquis, trop sûrs d'eux, trop affirmés. Et donc, faut être humble. Alors, ça m'allait très bien parce que ça correspond un peu à ma personnalité, à ma nature. Donc, on a vraiment, on s'est comporté ainsi, quoi. Et du coup, je pense que c'est grâce à ça qu'on a été bien acceptés par les Bretons. Aujourd'hui, on a plein d'amis bretons. Voilà. Et c'est un peu le cas partout. Moi, je me souviens, au Québec, certaines vedettes de la télévision sont arrivées d'un air conquérant en disant on est les meilleurs. Ils se sont fait jeter tout de suite par les cousins. Parce que là-bas, il faut être humble et pas arriver en star. Tout à fait. Alors, finalement, vous avez continué à travailler avec l'idée d'aimer les gens, ce qui n'est pas toujours une caractéristique française, Laurent Gounelle. Oui, mais c'est peut-être parce que moi j'ai appris à aimer les gens. C'est-à-dire quand j'étais petit, j'avais tellement peur des autres que j'étais presque misanthrope. Je dirais, vous voyez, comme j'avais peur des autres, j'avais tendance à rejeter les autres. Et puis après avoir appris à me connaître et à comprendre les autres, j'ai appris à les aimer. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est marrant que vous en parliez, parce que tout à l'heure, j'étais dans le train, je regardais les gens autour de moi, ça me semblait bizarre de dire ça, mais je me disais, en fait, je les aime bien, quoi. C'est les inconnus, je les connais pas, et je les aime bien. J'arrive à ressentir, en effet, un élan du cœur pour des inconnus, quoi. Mais c'est pas toujours réciproque. Oh non, forcément, mais peu importe. J'ai envie de dire, il faut pas qu'il y ait un calcul derrière nos sentiments. Alors, après le premier roman, les succès se sont enchaînés, ce qui n'était pas évident, mais vous aviez trouvé un thème et vous êtes allé plus loin dans ce thème, Laurent Gounelle. En fait, c'est pas que j'ai trouvé un thème, c'est-à-dire ce roman, je l'ai écrit pour partager en effet des îles autour d'un thème, mais évidemment, moi, je continue d'avancer, je continue d'évoluer en tant qu'être humain, je continue de me nourrir intellectuellement, culturellement, spirituellement, donc je continue d'apprendre. Heureusement d'ailleurs, pour moi, quand on cesse d'apprendre et qu'on cesse d'évoluer, c'est un peu c'est le moment de mourir, quoi. Vous voyez, je pense qu'on apprend jusqu'au dernier jour. On dit toujours que les jours où on n'apprend rien sont de mauvais jours. Oui, je suis complètement d'accord. Donc, comme j'évolue, je découvre de nouvelles choses que j'ai envie de partager et qui sont des thèmes qui vont m'habiter et qui vont être l'objet d'un nouveau livre. Oui, et puis à chaque fois, il y a un thème commun, récurrent, c'est la remise en cause de notre société. Oui, ça revient régulièrement, parce que je m'intéresse aussi bien, je m'intéresse à la personne, à l'individu, mais l'individu, on peut pas l'extraire du groupe, on peut pas l'extraire des autres, ne serait-ce que parce que l'être humain est un être de lien, nous sommes tous reliés, on peut pas vivre seul, indépendamment des autres. Donc la société est quelque chose qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce qui constitue la société? Quelles sont les valeurs de la société, les croyances qui sont véhiculées, qui font qu'on a une certaine vision de la vie et du monde et qui nous font avancer. Et puis pour la Suisse, cette société, il faut s'informer. Alors qu'on est à Vannes devant son ordinateur, c'est pas simple. Oui, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager à l'étranger, même de séjourner assez longuement à l'étranger, et c'est quelque chose qui aide à prendre conscience de son propre modèle du monde, sa propre vision du monde. Quand vous côtoyez des gens, que vous partagez la vie avec des gens qui ont une vision du monde différente, une culture différente, c'est à ce moment-là que vous comprenez la vôtre. Et vous la transmettez à travers vos livres. Et à ce moment-là, j'aime inviter le lecteur à comprendre en fait sa propre vision du monde, la société, puis à l'ouvrir sur d'autres visions riches. Vous avez été tellement loin, Laurent Gounelle, qu'un jour, vous avez évoqué dans un livre la Société des Indiens d'Amazonie. Oui. Ça, c'était un livre qui offrait une sorte de satire de la société occidentale moderne pour mettre en scène de façon un peu humoristique tous nos travers, quoi. C'est fou, hein. Je sais que les tribus d'Amazonie, il y en a qui n'ont jamais vu quelque chose en dehors de leur tribu. En 2014, il y a une tribu qui a pour la première fois pris contact avec le monde extérieur. On les a appelés les Indiens non contactés, et 7 d'entre eux sont repartis avec la grippe chez eux dès qu'ils sont entrés dans la société d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'ils ne côtoyant pas le reste du monde, ils n'ont pas développé un système immunitaire capable de résister à des virus qui nous font quasiment rien. Des virus d'ailleurs que vous évoquez dans votre nouveau livre. Oui. Alors, vous évoquez aussi l'écologie avant que tout le monde en parle, parce que dans vos livres, il y a toujours un parfum d'écologie.
Oui, parce que je vous disais il y a une minute que l'être humain peut pas s'exclure du groupe, enfin des autres êtres humains, mais il peut pas non plus s'exclure de la nature. L'être humain est un élément de la biosphère et même s'il tend à s'en extraire, notamment quand il vit dans les grandes villes où il est un peu coupé de la nature, en fait on gagne à au moins y retourner régulièrement, si ce n'est y vivre en permanence. Et quand on se reconnecte à la nature, il se passe des phénomènes assez intéressants, comme par exemple on tend à se libérer de notre ego. Vous savez, notre ego, c'est cette partie de nous qui veut croire qu'on est différent des autres, qu'on est meilleur que tout le monde. Et en fait, quand on est dans la nature, on n'a pas ce genre de considération. On revient à notre place, qui est finalement très humble, qui est celle d'une poussière d'étoiles, puisque, comme disait Hubert Reeves, nous sommes constitués vraiment de poussière d'étoiles à la base. Et donc, on redevient un peu cette petite poussière au milieu d'un grand tout auquel on est relié. Et finalement, et paradoxalement, on se sent bien, en fait, quand on abandonne notre ego, quand on lâche prise sur ce besoin d'exister à tout prix et qu'on revient à notre place. Et ce que vous transmettez aussi en filigrane, Laurent Gounel, dans vos livres, c'est l'interrogation de notre présence sur Terre, savoir pourquoi on vit, quelle mission on a. Oui, donc là, on touche à une sphère plus spirituelle. En effet, moi, ce sont des préoccupations qui sont venues naturellement en moi à partir du moment où j'ai suffisamment travaillé sur moi à un niveau psychologique pour résoudre, peut-être pas tous mes problèmes, mais en tout cas la plupart de mes problèmes. Et c'est un phénomène naturel. Je pense que à partir du moment où on apprend à devenir globalement bien dans ses baskets, on s'intéresse moins à sa personne. C'est un peu ce que j'évoquais à l'instant par rapport à la marche dans la nature. On s'intéresse moins à sa personne et du coup on s'intéresse non seulement aux autres mais aussi à ce qui nous dépasse. Et la question du sens de la vie, le pourquoi sommes-nous sur Terre, est une question qui apparaît à ce moment-là. Oui, en même temps, vous posez des questions que se posent aussi vos lecteurs. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez tellement de lecteurs. Oui, sans doute, bien sûr, parce que je suis relié à eux, parce que nous sommes tous reliés. D'ailleurs, dans les séances de dédicace, vous passez plus de temps à parler avec eux qu'à signer les livres. Oui, ça c'est exact. Les gens viennent vous parler ? Oui, tout à fait. Ils viennent me parler, ils me confient des éléments de leur existence, de leur vie. Et pourquoi ? On a le loisir d'échanger. Parce que mes livres invitent à ça. Mes livres invitent à se poser des questions sur soi, sur la façon dont on vit, sur comment s'épanouir dans l'existence. Et du coup, ça pousse à la confidence. Et puis, il y a un autre thème récurrent dans vos livres, évoqué par un sketch de Fernand Reynaud. Heureux. Je suis le cantonnier. Un sketch qu'on a oublié aujourd'hui, on a oublié Fernand Reynaud, où il est le cantonnier le plus heureux du village. Et c'est vrai que c'est de moins en moins facile d'être heureux et vos livres contribuent à ce bonheur, Laurent Genet. En fait, moi, ça me rend triste de voir les gens malheureux. Ça peut sembler un peu bébête de dire ça, mais je pense que tout le monde a en soi les moyens d'être heureux. Je dis en soi parce qu'en fait, le bonheur, c'est avant tout une démarche intrinsèque, enfin intrapersonnelle, je dirais. Parce que souvent on peut penser que si on n'est pas parfaitement heureux, ça vient de l'extérieur. Alors parfois, en effet, il faut le dire, il y a des personnes dont les conditions de vie extérieures à elles-mêmes donc sont compliquées. Il y a des personnes qui sont en souffrance, ont des grosses difficultés matérielles et ça complique sérieusement les choses, on le sait bien. Mais au-delà de ça, le bonheur est une démarche qui se trouve à l'intérieur de soi, quoi. C'est plus en changeant notre relation à la vie qu'en changeant ce qui est autour de nous qu'on trouve le bonheur. Et puis il y a une chose très importante, vous dites souvent, quand on est gentil, on est bête, ce qui est une erreur. En France, ça c'est très français, oui. En France, c'est assez mal vu d'être gentil, on passe pour l'idiot du village. Donc moi, je revendique le droit à la gentillesse. Et puis il y a un autre livre important, parce qu'il parle d'un sujet aussi qui vous tient à cœur, c'est Intuitio, parce que l'intuition, ça vous y croyez beaucoup. D'ailleurs, vous en parlez dans votre dernier livre, Laurent Gounel. Oui, moi j'ai découvert ça il y a 8 ans par une expérience. En fait, j'ai été approché par un spécialiste de l'intuition, Alexis Champion, qui m'a initié en effet à une méthode qui permet d'entrer en contact avec son intuition et donc d'accéder à une information qui n'est pas directement accessible par nos sens. Et en fait, on a tous cette capacité, on l'ignore parce qu'on l'apprend pas à l'école, mais le corps est quelque part un miroir de la réalité extérieure. Et donc quand on est suffisamment à l'écoute de son corps et notamment de nos ressentis, en fait, on peut capter un certain nombre de choses sur une réalité extérieure. Mais ça, on connaît les expériences de sortir de son corps, mais celle-là, on la connaît beaucoup moins. On la connaît beaucoup moins et c'est assez fascinant parce qu'en effet, on peut savoir, on peut accéder à des informations. C'est très utile, notamment pour la prise de décision. Bon, vous savez on va en parler dans quelques minutes. Oui. Mon prochain livre, Un monde presque parfait, très tourné sur la prise de décision parce que c'est quelque chose d'important dans la vie. On dira pourquoi dans quelques instants. Et l'intuition
et un bon moyen de prendre sa décision. Ouais, moi, je suis de culture scientifique, hein, j'ai étudié les sciences économiques, les sciences humaines, donc j'avais tendance jusque-là à être rationnel, à être très cartésien dans mes prises de décision. J'allais lister des critères, les pondérer, etc. Et en fait, j'ai découvert que c'était pas une bonne manière de prendre des décisions, quoi. La meilleure manière, c'est de s'interroger, se dire mais comment je le sens finalement, et être à l'écoute de nos intuitions par rapport à la décision à prendre. Mais comment on apprend cette technique pour justement mettre en valeur son intuition? Alors on peut s'y former, ou on peut seul chez soi, on peut apprendre déjà à rentrer en contact avec son corps, parce que c'est la clé en fait. Et pour entrer en contact avec son corps, un petit conseil, c'est d'éteindre un peu toutes nos belles machines, nos écrans, nos téléphones, qui sont très pratiques hein, par ailleurs, mais tendent à nous couper en fait de nous et de notre corps. Donc c'est intéressant de considérer les moments où on reste en silence, sans ces machines, on a tout débranché, et on est à l'écoute de notre corps pour bien revenir dans notre corps, parce que c'est là que ça se passe. Voilà. Et moi j'ai une intuition, c'est que dans quelques instants, on va évoquer la date du 2 mai 2024 avec votre nouveau livre. Rendez-vous dans quelques instants avec Laurent Gounel sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Gounel, on en sait plus maintenant sur votre parcours qui vous a conduit de la finance à l'écriture. Et donc le 2 mai 2024 sort et est sorti Un monde presque parfait chez Mazarine, qui est un roman où vous demeurez fidèle à votre quête du développement personnel, mais en évoquant la liberté de prendre une décision avec le risque que cela comporte. C'est la clé du livre. Oui, tout à fait, parce que je me suis rendu compte qu'on avait tendance à de moins en moins décider dans nos vies. Il y a une forme d'abandon de la décision. Alors d'abord au profit de toutes ces applications qui certes nous facilitent un peu la vie. Hein. Donc maintenant on va pas forcément décider de son itinéraire, ça va être le GPS qui va choisir pour nous. On va pas forcément choisir son restaurant, ça va être un TripAdvisor quelconque, etc. Et puis parallèlement il y a aussi l'État, je dirais, qui décide de plus en plus à notre place. Vous avez remarqué ? J'ai remarqué. Voilà, on nous met des normes partout. L'État décide de notre geste professionnel. Hein, finalement, il y a des normes ISO machin dans toutes les entreprises. J'entendais sur vos ondes d'ailleurs il y a quelques semaines qu'un agriculteur n'a même pas le droit de décider du moment de faire ses semis. En fait, c'est incroyable, hein. C'est fou. C'est lui qui est sur son terroir, qui connaît la météo. C'est à lui de savoir. Ça s'est transmis de génération en génération. Eh ben non, c'est je ne sais quelle directive européenne ou nationale qui va choisir pour lui. Même la hauteur de son tas de fumier est décidée par une directive. Ça doit pas dépasser 2,50 m. Enfin tout est. On décide à notre place de plus en plus. Or, moi, j'affirme que décider est quelque chose qui est au cœur de notre humanité, qui est essentiel. Parce que décider, c'est d'abord ce qui nous fait évoluer. C'est-à-dire, on prend des décisions dans la vie, ça nous emmène sur un certain chemin. Parfois, ça nous conduit à l'échec. Je l'ai vécu, on en parlait tout à l'heure. Et c'est précieux, parce que l'échec nous permet, à un moment donné, de nous interroger sur nous, de nous connaître et aussi de nous réinventer. C'est ce que permet l'échec. Donc, décider, in fine, permet de nous réinventer. Et au-delà de ça, décider permet d'exercer notre liberté. Et c'est un sujet, vous le savez, qui me tient à cœur. Je pense qu'on va en parler. Oui, alors justement, ce roman se déroule entre deux mondes, celui d'hier et celui de demain ou d'après-demain. Il y a les réguliers et les exilés. Les exilés. Voilà, donc j'imagine, c'est un peu un roman d'anticipation, oui. mais c'est pas de la science-fiction. Hein. Ça pourrait se passer, c'est notre société dans 5 ou 10 ans maximum. Oui, peut-être un peu plus, non? J'espère. Ouais. Donc en effet, donc une société hyper développée, très très connectée, où finalement il y a plein de choses pour nous aider dans notre quotidien, et où donc les gens prennent de moins en moins de décisions, et cette société, donc on appelle les gens les réguliers. Et il y a une frange de la population qui a fait sécession. Voilà, ils sont partis s'approprier une île qui était déserte jusque-là, qui était une réserve naturelle. On les appelle les exilés. Et ces gens-là se sont dit, nous, on a envie de revenir en contact avec notre nature et avec la nature. D'ailleurs, ils vivent beaucoup plus dans la nature. Donc, on va trier, sélectionner la technologie qu'on accepte sur l'île. Et donc ces peuples vivent séparés. Il y a eu sécession. Alors, sauf que votre personnage principal, qui est un jeune chercheur ambitieux, va se retrouver sur cette île chez ces exilés pour une raison précise, Laurent Gounel. Voilà, il doit délivrer un avis de décès à l'héritière d'un sociologue qui vient de mourir. Et cette héritière se trouvait une exilée, lui était un régulier. Et donc il lui apporte l'avis de décès, et à peine il a fait ça qu'il est contacté par les services secrets de la société régulière. On lui demande en fait d'entretenir une relation avec cette personne pour la convaincre de venir vivre en territoire régulier. Pourquoi ? Parce que comme c'est l'héritière du sociologue, eh bien en fait elle va hériter de ses dernières recherches
qui sont délicates, puisque en fait, il y a apparemment un certain rapport qui pourrait mettre en péril toute la société des réguliers, et donc l'État veut mettre la main sur ce rapport, et pour ça, il faut que la jeune femme vive en territoire régulier pour qu'il puisse le confisquer. Et d'ailleurs, il y a un autre problème qui est soulevé, c'est un ordinateur quantique qui est plus important encore que des bombes atomiques. Et là aussi, il faut le mettre au point pour les réguliers. Et c'est votre héros qui est chargé de le mettre au point. Tout à fait. Voilà, il est informaticien et il travaille sur ce projet. Alors ça d'ailleurs, c'est un problème qui est réel dès aujourd'hui. Hein. L'ordinateur quantique existe, mais il n'est pas stabilisé. Mais le jour où il sera stabilisé, on a tous du souci à se faire, puisqu'en fait, il sera tellement plus puissant que n'importe quel ordinateur existant aujourd'hui, qu'il sera capable de casser tous les codes secrets de n'importe quoi. Donc aussi bien de votre compte en banque, du code nucléaire du président, enfin voilà. Et donc on a vraiment des soucis à se faire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent d'ores et déjà sur des solutions de cryptographie post-quantique pour se protéger par rapport à ce risque. Vous avez fait des recherches pour découvrir tout ça? Oui, forcément, oui, tout à fait. Il faut se plonger dans des manuels. Vous avez rencontré des scientifiques? Oui, j'ai fait. Bon, en fait, chacun de mes livres me pousse à faire des recherches parce que j'aime que tout soit sourcé. En fait, je veux pas citer des choses juste parce que ça a été évoqué dans un organe de presse. Donc, je cherche toujours soit à me procurer les études scientifiques ou soit, enfin, je vais à la source, à l'origine de l'information. Alors, dans ce monde des réguliers, il y a un certain nombre de règles, justement, que vous évoquez, qui font peur. Par exemple, il y a un revenu universel, les gens ne travaillent plus. Les gens ne travaillent plus parce que l'intelligence artificielle a confisqué les trois quarts des boulots, quoi. Oui. Ce qui va nous arriver incessamment sous peu, d'ailleurs. Donc les gens restent chez eux avec un revenu universel et ils passent la journée à faire des jeux vidéo, regarder la télé. Ça peut nous arriver, ça ? Ça va nous arriver, je pense, oui. Oui, restons au village gaulois qui résiste à l'envahisseur. Alors, quand on a dans un bureau dans la société, ce qui est étonnant, et ça c'est courant aujourd'hui, on gagne un étage quand on est promu. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est devenu classique, ce genre de choses. Oui, c'est classique. Et je me souviens d'une société, une grande banque dans laquelle j'intervenais quand j'étais consultant. Je me souviens que le directeur de la formation, qui était mon interlocuteur, était installé à un étage plus élevé que le directeur général. Et pourtant, à chaque fois que le directeur général l'appelait et lui demandait de venir, il répondait « je monte ». Alors qu'en fait, c'est lui qui était un étage au-dessus. Ça fait peur tout ça, non, Laurent Gounel ? Bon, je sais pas si ça fait peur, là. Ouais. Quand on aime bien l'artisanat, ça fait un peu peur. Alors, dans ce monde des exilés, il y a la nièce du savant qui s'appelle Ève et il y a une raison à ce prénom. Le Don Giovanni de Mozart. D'ailleurs, qui a été l'ouverture a été écrite la veille de la première. Il n'avait pas fini Mozart. Il y avait des soirées mondaines. Et dans la nuit, il s'est réveillé à 5h du matin et il a écrit l'ouverture. Et c'est vrai que vous le dites dans ce livre, Don Giovanni est lié à Ève, à ce prénom. Oui, et surtout au prénom d'un autre personnage qui s'appelle Mio Tesoro, ce qui en italien signifie mon trésor. Et c'est en effet un nom qui apparaît dans l'acte 2, je crois, de Don Giovanni. Vous connaissez bien l'opéra de Mozart. Oui, j'aime bien cet opéra. Alors, il se trouve que cette jeune femme est professeure de danse primitive. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le twist, le rock, les danses primitives ? Oh non, c'est bien plus ancien que ça. C'est une danse, comme son nom l'indique, qui n'a pas une chorégraphie particulière. Où chacun, finalement, chaque danseur, en fait, parce qu'il est en contact avec son corps, va se mouvoir. Simplement en écoutant les vibrations produites par la musique. Alors souvent c'est un djembé, donc une sorte de tambour, une percussion, quoi. Et souvent les yeux fermés, donc le danseur va se laisser mouvoir au rythme de la musique. Donc pour faire passer toutes ces idées, ce comportement et cette liberté, elle se retrouve dans le monde des réguliers, où là elle va découvrir des choses incroyables. C'est-à-dire que le monde des réguliers, ce qui est important, c'est l'algorithme. Ben oui, parce que l'algorithme est à la base de tout, et notamment de toutes les décisions, puisque finalement les décisions sont prises par ces machines qui sont, et d'ores et déjà, plus performantes que nous dans bien des domaines. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en remet à elles. On sait qu'un GPS va être plus performant que nous pour calculer un itinéraire. Et donc il y a un algorithme derrière. Dans le GPS, il y a un algorithme qui va calculer l'itinéraire. Et donc, la société des réguliers est une société qu'on pourrait qualifier d'algorithmique, en effet, où toutes les décisions sont prises par des machines. Mais c'est le cas aujourd'hui, par exemple, vous commandez un livre, ou on vous envoie sur Internet une proposition de livre, c'est lié à un algorithme par rapport à ce que vous avez déjà lu.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un algorithme qui va vous suggérer des lectures, c'est un algorithme qui va vous suggérer des musiques en analysant ce que vous avez déjà écouté pour calculer en fait les musiques que vous êtes susceptible d'aimer. Et ce qui est étonnant, c'est que les implants émotions n'existent pas dans le monde des réguliers. Oui, ça, c'est dans l'histoire. En effet, il y a des implants qui permettent de réguler ses émotions. Donc on n'a pas encore ça dans notre société. On a des antidépresseurs, ce qui revient un petit peu au même. Mais on n'a pas encore les implants, mais ça ne saurait tarder. C'est encore très inquiétant. Et puis il y a les oreillettes qui diffusent de la musique quand on marche en ville. La musique est partout, avec des oreillettes vraiment connectées. Oui, en fait c'est une société qui veut que l'individu se sente bien. Elle attache de l'importance au bien-être des individus. Et puis comme les gens ne peuvent plus se réaliser dans leur travail puisqu'il n'y a plus de travail, donc finalement ce qu'il faut c'est qu'ils se sentent bien. Donc on fait tout pour qu'ils se sentent bien. Donc en effet, s'il y a un moment de tristesse ou de mélancolie ou de dépression, hop, on va distiller dans le corps. L'implant va pousser le cerveau pour qu'il libère de la sérotonine, en fait, qui est l'hormone du bonheur entre guillemets, c'est son surnom, quoi. Et en fait, on fait en sorte que les gens se sentent bien. Et c'est vrai que la diffusion d'une musique calculée sur mesure, là aussi par des algorithmes, pour correspondre à votre état interne ou le modifier si celui-ci est négatif. Voilà. Et les oreillettes, on en voit dans le métro avec les gens qui écoutent de la musique. Mais ce que j'ai découvert, c'est que les premières oreillettes, finalement, c'est en 1919 qu'un certain Nathaniel Baldwin a développé dans sa cuisine ce qui a été le point de départ des oreillettes, et l'armée navale américaine les a achetées immédiatement. Ah, excellent. Et c'est né comme ça. Alors, il y a aussi les repas. Aujourd'hui, on va sur Internet, là, carrément, un ordinateur vous dit ce qu'il faut manger, dans le monde que vous décrivez. Oui, il calcule vos besoins nutritionnels en fonction de vos précédents repas, et donc il vous dit, en effet, qu'est-ce qu'il serait souhaitable de manger. Donc il décide à votre place. Voilà. Alors que dans le monde des exilés, il y a encore de la nourriture, il y a encore des plantes et des jardins. Là, il n'y en a plus du tout dans le monde des réguliers. Non, il y en a plus. Et en fait, dans le monde exilé, les gens sont à l'écoute de leur corps. Je discutais avec une navigatrice bretonne il y a quelque temps, Anne Kéméré, qui me disait quand je suis au milieu de l'océan Atlantique, tu vois Laurent, je sais exactement ce dont mon corps a besoin parce que mes envies correspondent à mes besoins. Voilà, ça c'est l'exemple d'une personne qui est connectée à son corps. Voilà, mais le corps finalement nous-mêmes, c'est presque plus important que la machine. On est assez grand pour ne pas avoir besoin de machine, non ? Je pense, tout à fait, Jacques. Et c'est un danger encore une fois, non ? Ben oui, bien sûr, ça nous déshumanise. Alors, il y a aussi les voitures, parce que là, pour éviter les embouteillages, et Dieu sait si on les connaît, merci Madame Hidalgo, il y a une heure de départ presque obligatoire et recommandée. Oui, c'est un algorithme qui calcule les bouchons, et en fonction de sa connaissance des bouchons, en fonction de l'heure et du jour de la semaine, finalement, il va calculer exactement à quel moment il faut partir pour optimiser le déplacement. Et vous imaginez les applications qui, à mon avis, feraient plaisir à beaucoup de gens aujourd'hui pour trouver la femme idéale sur les réseaux sociaux et aller dans un lieu. Voilà, par exemple. C'est étonnant, ça peut exister ce genre de choses un jour ? Bien sûr, oui. Alors, il y a aussi les avatars. Les avatars, il y en a partout aujourd'hui, on en parle beaucoup avec les films, mais vous évoquez les avatars dans notre société à travers votre roman. Oui, parce qu'en fait, c'est une invention sud-coréenne, si je dis pas de bêtises. Ça existe aujourd'hui. En fait, il y a des chercheurs qui ont mis à disposition une famille qui venait de perdre leur petite fille, l'avatar de celle-ci. Donc en fait, ils ont analysé des tas d'enregistrements vidéo, des photos, des enregistrements sonores de la petite fille en question pour comprendre comment elle fonctionnait, comment elle raisonnait aussi, comment elle se comportait. Et puis ils ont créé cet avatar où on peut voir visuellement donc une image de la petite fille. On peut lui poser des questions, vous pouvez interagir avec elle. Enfin, la famille a pu interagir avec elle, puis elle parle avec la voix de la vraie petite fille. Elle répond comme la vraie petite fille aurait répondu. Voilà, moi je trouve ça assez affligeant parce que évidemment ça empêche déjà de faire le deuil, quoi. Le deuil c'est quelque chose d'incontournable, donc je trouve ça assez glauque de pouvoir continuer de correspondre de discuter avec une personne qui n'est plus de ce monde. Ça me paraît assez juste. Et puis alors grâce à un scientifique, un réanimateur, vous avez analysé et raconté comment on sort d'un coma artificiel, et ça concerne beaucoup de gens puisque beaucoup de gens ont été placés ces derniers temps en coma artificiel.
Oui, parce qu'il y a une scène en effet qui se passe à l'hôpital où une personne plongée en coma artificiel va devoir en sortir. Et donc, en effet, j'ai rencontré un anesthésiste qui m'a expliqué comment tout ça fonctionnait. Et ça, ce sont des moments très forts de ce livre. Ce livre est à la fois un roman, ce monde presque parfait. Est-ce que vous en rêvez ou est-ce qu'il faudrait peut-être s'en éloigner, Laurent Gounel? De ce monde? De ce monde presque parfait. En tout cas, je pense, comme j'attache de l'importance une fois de plus à la prise de décision, et c'est la vocation de ce livre, Oui. d'inviter chacun à se réapproprier son pouvoir de décision qui pour moi est essentiel. Vous l'évoquez d'ailleurs à la fin du livre. Voilà, je l'évoque à la fin du livre. Donc en fait, moi, mon espoir, c'est que chacun soit conscient de la société vers laquelle on va pour ensuite pouvoir décider est-ce que c'est ce qu'il veut ou pas. Et à partir de là, redevenir maître de son existence. En tout cas, vous êtes maître de vos romans et vous êtes un maître aujourd'hui pour vos lectrices et vos lecteurs. Ça s'appelle Un monde presque parfait chez Mazarine. Je le recommande à toutes celles et ceux qui vous connaissent déjà. Et vous allez continuer dans ce sens avec d'autres livres, j'en suis sûr. Écoutez, tant que j'ai des choses à partager et que j'y prends plaisir, oui, bien sûr. Eh bien, continuez ainsi. Merci Laurent Gounel. Merci Jacques. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.